Très heureux aujourd'hui d'accueillir Monsieur Portier, professeur à la Sorbonne et à l'École pratique des hautes études, qui a beaucoup réfléchi sur une notion qui m'est chère, la laïcité. C'est un concept qu'il faut expliquer et le débat que nous allons avoir, je l'espère, y pourvoira. Alors la France connaît l'islam depuis très longtemps, même avant Bonaparte, mais je dirais que la question s'est posée avec la colonisation, mais la laïcité ne s'est pas appliquée aux musulmans, malgré la demande de Ben Badis et du mouvement des oulémas qui souhaitaient échapper aux prises de l'administration coloniale. Mais finalement, l'application de la loi 1905 en Algérie était indéfiniment reportée. Et c'est seulement aujourd'hui que le problème se pose, puisqu'il y a en France une population largement d'origine maghrébine, mais turque également, dont la religion est généralement l'islam. Alors, on parle de musulmans, qu'ils soient de confession musulmane ou simplement de tradition ou de culture musulmane, mais la question de la laïcité, pour moi, ne se pose pas dans la mesure où la laïcité offre en effet aux musulmans la possibilité de pratiquer leur culte. C'est le sens de l'initiative que j'avais prise en 1999, de lancer une vaste consultation des différentes sensibilités de l'islam pour leur permettre de définir un petit peu les conditions d'exercice de leur culte. Ça a abouti au CFCM. Après moi, c'était une autre époque, et c'est un de mes successeurs au ministère de l'Intérieur, M. Sarkozy, qui a mis sur pied ce CFCM qui lui-même évolue. M. Cazeneuve a repris l'affaire à travers une instance de dialogue qui a créé la Fondation de l'Islam de France, mais qui laisse ouverte la possibilité de créer une association cultuelle, qui appartient évidemment aux musulmans. Reste que dans la vie quotidienne, les problèmes qui sont apparus sont essentiellement liés au fait que, avec les grandes mutations dont le monde arabo-musulman a été le théâtre, notamment depuis 1979, on cite l'Iran, l'imam Khomeini, mais on pourrait parler de l'occupation des lieux saints de la Mecque. On pourrait parler du premier djihad, qui est le djihad afghan, en riposte à l'invasion de l'Afghanistan. Donc, il surgit au sein de l'islam un mouvement fondamentaliste qu'on n'avait pas vu venir, mais qui a ses sources très anciennes. Le wahhabisme, au XVIIIe siècle, et puis les frères musulmans en Égypte, au lendemain de la chute du califat ottoman, puisque les frères musulmans sont créés en 1928. Mais cette question n'était pas vraiment présente à l'esprit, parce que c'était l'époque où le nationalisme arabe était la formule politique dominante. À partir de 1979, on voit que les courants fondamentalistes sont puissants, peuvent se manifester dans des États comme l'Iran. On s'avise de l'existence aussi de courants fondamentalistes dans les États du Golfe. Et on voit que cette montée du fondamentalisme se traduit dans les pays musulmans, mais aussi chez nous, par la manifestation d'une signalétique vestimentaire ou capillaire qui manifeste évidemment une revendication propre d'identité. De ce point de vue-là, je pense que ce n'est plus forcément une question qui interroge la laïcité. C'est une question qui pose le problème de l'intégration, plus généralement. Mais néanmoins sur la laïcité, et on revient à l'école, parce que l'école est un lieu sacré dans la République française, c'est là que se cristallise la question du voile, tranchée par la loi de 2004, suite aux propositions de la commission Stasi. La burqa, ce n'est pas un problème de laïcité pour moi. La loi sur la burqa qui est de 2010, une loi qui est prise sous M. Sarkozy, est une loi qui est relative à la sécurité publique. Au fond, la dissimulation entière de son visage et de son corps pose un problème de sécurité publique. Enfin, c'est ainsi que je le vois. Ce n'est pas un problème de laïcité. Par contre, la laïcité qui implique quand même la séparation
du religieux, du théologique, et d'autre part du politique, elle interroge aussi l'islam. Et par conséquent, c'est le propre des musulmans de se saisir de cette question. Je rappelle qu'en 1999, quand j'ai lancé la consultation, il y a eu une déclaration de principe qui était celle des rapports entre le culte musulman et les pouvoirs publics. Une déclaration du 28 janvier 2000, qui est signée par toutes les sensibilités de l'islam, y compris l'UOIF, la Grande Mosquée de Paris, la FNMF, le CCMTF turc. Toutes les sensibilités acceptent la laïcité de l'État, la séparation de l'Église et de l'État, l'égalité homme-femme, et même le droit de changer de religion qui est renvoyé à la déclaration de la Convention des droits de l'homme, de la protection des libertés fondamentales, à la CEDH, comme on dit. Hein. Donc, les choses sont claires sur le papier, au niveau des principes. Dans la pratique, c'est beaucoup moins vrai. Oui. Premier point, en effet, la loi de 1905 réserve la question de l'Empire à des règlements d'administration publique qui interviendront après le vote et la promulgation de la loi de 1905. On attendait que cette séparation puisse être mise en œuvre en Algérie. Elle ne le sera pas. Et on voit bien pourquoi elle ne l'a pas été. Clémenceau a laissé des textes dans la matière. Il s'agit là de persévérer dans le système gallican, un système crypto-concordataire, et qui permet une reconnaissance sans doute de l'islam, mais sous la surveillance de l'État. On a vu tout cela se mettre en place, en Algérie notamment, à partir des années 1830-1840, où l'on voit que pour réguler la société algérienne, devenue maintenant colonie, il faut tout à la fois admettre que l'islam puisse être connu de l'État, mais aussi qu'elles doivent être surveillées par toute une série de nominations des bons imams qui viendront discipliner cette population dont on ne sait pas au fond quelle peut être sa capacité de résistance vis-à-vis de l'Empire français. Alors, les choses auraient dû être mises en place assez vite, elles ne le seront pas parce que le système gallican va se prolonger jusqu'à la libération, jusqu'à la décolonisation de l'Algérie. Alors, évidemment, cette question ressurgit, la question de l'islam ressurgit, comme vous l'avez dit, dans les années 1980. Elle ressurgit à la faveur d'une question particulièrement symbolique, qui est la question, en effet, des jeunes filles de Creil. L'affaire avait été déjà précédée au mois de juin. L'affaire des jeunes filles de Creil intervient en septembre 1989, mais déjà au mois de juin, on avait perçu qu'au collège d'Épinal, un certain nombre de jeunes filles portaient le voile. Alors tout cela, en effet, fait choc dans la société française et l'on voit très vite un courant qu'on a appelé néo-républicain se mettre en place autour de philosophes. Je pense ici à Catherine Kinsler, je pense à Élisabeth de Fontenay, je pense alors à Régis Debray, on pourrait y ajouter Elisabeth Badinter, Alain Finkielkraut aussi, qui signe une tribune dans le Nouvel Observateur. Nous sommes en novembre 1989, avec un titre qui est tout à fait significatif, « Profs, ne capitulons pas », où il signale la possibilité tragique de leur point de vue d'un Munich de l'école républicaine, cette idée précisément que cette école qui devrait être un espace sanctuarisé pourrait devenir le lieu d'expression des passions religieuses que les philosophes en question analysent comme étant à extrême distance de la raison républicaine, de cette raison commune dont nous parlions au début de notre entretien. Ils y voient de leur point de vue, le délitement ou le commencement d'un délitement de cette communauté des citoyens qui serait réunie par une commune affection pour une raison transcendant, dépassant, surplombant les allégeances particulières. Alors, le phénomène est
est très intéressant. Il traduit, me semble-t-il, une reconfiguration de la société française dans cette période tout à fait particulière qu'est la fin des années 80, le début des années 90. D'abord, nous sommes confrontés à une vague migratoire à partir des années 1960-1970, renforcée par la politique du regroupement familial qui intervient au milieu des années 1970 et qui fixe désormais dans la société française des populations dont on sait qu'elles ne repartiront plus dans les terres d'où elles viennent. On a pu parler, en utilisant un mauvais mot, d'immigration de peuplement. En tout cas, des populations s'installent qui vont désormais prospérer démographiquement et faire advenir dans la société française des générations qui, tout en cultivant leur appartenance musulmane, sont néanmoins françaises, sans désormais de chance, de possibilité de retour vers leur pays d'origine. Alors ces populations, dans un premier temps, les choses ont été bien démontrées par les sociologues, adoptent le langage de l'universalisme républicain. Et on le voit au début des années 1980, peut-être avez-vous le souvenir de la fameuse marche pour l'égalité qui part de Lyon et qui arrivera à Paris. Et l'on voit bien que ce qui porte ces manifestations, cette mobilisation, c'est alors l'idée tout simplement que ces populations nouvellement arrivées sur le territoire, nouvellement installées et installées probablement pour toujours, doivent cesser d'être discriminées et pouvoir disposer des mêmes droits que les autres citoyens d'origine française depuis plusieurs générations. Les choses évoluent à partir de la fin des années 1980 et l'on voit bien à partir de ce moment-là et suivant un mouvement qui s'est consolidé depuis lors qu'il y a dans cette population particulière de jeunes musulmans, des réaffirmations identitaires très fortes, qui se manifestent dans un premier temps par ce que vous appeliez une signalétique vestimentaire, qui va devenir bientôt une signalétique culinaire, avec ce que les sociologues appellent souvent, je pense à Gilles Kepel en particulier, une forme de halalisation de l'existence. La différence marquée entre halal et haram est un point qui va venir travailler, en effet, des populations jeunes, surtout les populations qui s'estiment mal intégrées, discriminées dans la société française, le social rejoignant là le religieux. Alors ça, c'est un premier élément, je crois, qu'il faut prendre en compte lorsque nous décrivons le paysage religieux de la France. La réaffirmation identitaire qui ne vaut pas simplement dans le monde musulman. On la voit à l'œuvre dans le monde protestant avec en particulier la réactivation des affiliations évangéliques. On le voit dans le monde catholique, la Manif pour tous dans les années 2010 l'a bien montré. On le voit aussi dans le monde juif avec le renforcement des courants orthodoxes et des courants ultra-orthodoxe. Tout cela participe d'un vaste mouvement qu'il faudrait analyser et qui, d'une certaine manière, dépasse le seul symptôme de discrimination que je disais tout à l'heure, qui renvoie peut-être à la recherche d'enracinement, de certitude, dans un monde que la globalisation est venue bouleverser et que la sécularisation affecte dans ses principes moraux considérés hier comme étant les plus intangibles. Ça, c'est un premier élément qui nous permet, je crois, de penser le paysage religieux de la France à travers le prisme de l'islam. La réaffirmation dans certains segments de la population d'une identité qu'on ne trouvait pas de la même manière dans les années précédentes. Et puis le second élément, c'est que tout cela, vous l'avez dit aussi, Monsieur le Président, s'inscrit dans le cadre d'une reconfiguration de l'espace global. Vous évoquiez tout à l'heure la révolution de 1979, la révolution iranienne, qui intervient à un moment où entre en processus de crise l'ensemble des nationalismes séculiers qui avaient jusqu'alors marqué le monde arabo-musulman. On se souvient de Nasser, on se souvient de Boumedienne, on avait là affaire de Bourguiba, on avait là en effet affaire à toute une génération qui cultivait l'idée d'une relative séparation entre le religieux et le politique et qui affirmait très clairement son adhésion. Boumedienne, c'est moins clair.
Oui, c'est moins clair. En effet, il faudrait reprendre d'ailleurs tous ces textes-là et voir que, comme l'ont bien montré des ouvrages récents, qu'il y avait aussi de temps à autre, dans les textes de ces grands leaders, des clins d'œil appuyés, en effet, à une population dont ils savaient qu'elle restait souvent fondamentalement musulmane. Alors, ce n'était pas vrai de Bourguiba, encore moins de Kemal Atatürk. Chez Nasser, il y avait... Nasser était musulman, mais il était, je dirais, en même temps un modernisateur. Chez Boumedienne, il y avait quelque chose qui incluait, je dirais, une référence à l'islam dans le nationalisme algérien. D'ailleurs, dans le nationalisme algérien, il y a la composante Ben Badis. Mais il y a aussi la composante moderniste, je dirais, affirmée par l'intelligentsia révolutionnaire du FLN, et qui, dans un premier temps, était prévalente. Mais ce serait excessif de dire aujourd'hui, comme je l'ai lu dans un livre de M. Jean Birnbaum, que le FLN était porté par l'islam. C'est beaucoup plus compliqué. Hein, il y avait une pluralité de courants. Il y a une pluralité de courants sur le fond d'une tendance que nous sommes d'accord l'un et l'autre pour relever, l'idée tout de même que se construit à partir des années 1920-1930 dans le mouvement de décolonisation un nationalisme séculier qui entend penser la nation à distance des injonctions de la règle religieuse. Et tout cela va provoquer en effet, vous le disiez aussi au début de notre entretien, la réaction d'un certain nombre de mouvements anti-sécularistes. Les Frères musulmans sont créés par Hassan al-Banna en 1928, précisément sur le fondement d'une critique de l'abolition du califat, sur le fondement aussi de la nécessité de refaire de l'islam la solution. Comme le dira plus tard un disciple d'Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, l'islam est la solution. Or, précisément, cette solution islamique ne trouve pas à s'imposer dans ces régimes marqués par le nationalisme séculier. Il en ira différemment à partir de la fin des années 70, début des années 80, où là, toute une vague, en effet, qu'on appellerait islamiste aujourd'hui, vise à replacer le politique sous la tutelle des significations religieuses. Alors, un point est tout à fait net, qui a beaucoup marqué notre société. Il intervient à la fin des années 1980, par la bouche, par le truchement de l'ayatollah Khomeini, qui va dénoncer, dans une fatwa demeurée célèbre, les versets sataniques de Salman Rushdie, et demander même que Rushdie soit mis à mort. Et on voit bien qu'il y a à ce moment-là, dans l'opinion publique, ce qui explique aussi la réaction extrêmement vive à l'affaire de Creil, l'idée que l'islam peut être une menace sur ce qui fait le principe même de la société française, posé à partir de la civilisation des Lumières, posé à partir de la Révolution. Le droit au blasphème relève de la liberté d'opinion, il est hors de question de le rétablir dans notre législation et dans notre culture commune. Merci, monsieur le professeur. Merci de ce riche débat qui nous a permis de cerner de plus près la notion de laïcité. On sent que nous pourrions nous dire encore beaucoup d'autres choses. C'est ce que je crois aussi, monsieur le président. Merci vraiment de cette conversation.